Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce 9e Community Talk qui fait partie d'une série de 10 Community Talks sous forme de webinaire et d'interviews qui durent 45 minutes pour présenter et valoriser les communautés, leurs actions, leurs rituels, leurs missions. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Montet, qui est le fondateur et président et cofondateur du MBA DMB de l'EFAP. Bonjour Vincent. Bonjour, merci de l'invitation Damien et bonjour à toutes et à tous, à la fois en live et puis pour ceux qui verront le replay. Alors pour rappel, nous sommes sur une série donc, de Community Talk qui a pour ambition justement de faire connaître aussi ce que nous faisons avec Super Connector, une application à destination justement des communautés pour les aider à animer, développer et mesurer la valeur des interactions dans leur communauté. Et c'est dans cette perspective-là que nous souhaitons aussi valoriser les communautés et leurs belles actions, car elles sont pour nous au cœur des écosystèmes, notamment économiques, et elles méritent d'être mises en avant. Un peu comme des entrepreneurs, les community builders fédèrent des communautés, animent des réseaux, créent des connexions, créent de la valeur. Et c'est pourquoi nous interviewons différents community builders dans le cadre de cette série qui va se clôturer demain avec la cuisine du web et Tiffaine Frugier qui en est la déléguée générale. Bonjour Vincent, aujourd'hui, qui nous fait donc le plaisir de participer à ce Community Talk. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, je salue Arnaud, Sébastien, Gaëla, Claire, qui sont avec nous. Je suis donc Vincent Montet, je suis le fondateur et le directeur, pas président, mais du MBA Digital Marketing and Business que j'ai créé il y a 5 ans. Au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Donc, on est parti d'un MBA de zéro, entre guillemets. J'ai un double parcours avant ça, un parcours à la fois de pédagogue et un parcours business. J'ai 50 ans, j'arrive à mes 25 ans de carrière. Une carrière donc d'entrepreneur. J'ai créé une start-up aux belles années du net, 97-2001. C'était un job board qui a très très bien marché, et puis j'ai connu l'explosion de la bulle Internet, 2001, la violence de la chute du chiffre d'affaires et des investissements. Ensuite, j'ai pris la direction marketing d'une start-up de la Caisse des dépôts qui s'appelait Maïetic Village et qui était le leader du travail collaboratif. On peut dire que c'était Office 365 avant la lettre. Donc la bonne idée, au mauvais moment, avec la mauvaise techno, autre ADN du digital, puisqu'aujourd'hui d'ailleurs, ces fondateurs sont quasiment les leaders du travail collaboratif et du télétravail. Mais ça m'a permis de… D'abord, on était 25 employés, tous en télétravail. Hein, on parle de 2002-2005. Ils voulaient même venir dans mon appartement mesurer les mètres carrés que j'utilisais pour travailler et au prorata de mon loyer, rembourser la partie. C'était pas possible légalement. Donc, tu vois, c'était… donc très 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 bonne expérience, et puis ensuite j'ai décidé de créer ma propre agence de communication digitale avec un associé à 2 dans un garage à Belleville, et puis on est devenu 7, et puis on est devenu 30, et puis on est devenu 70, et par truchement d'association c'est devenu l'agence Grenade & Sparks dont j'étais cofondateur et directeur associé, qui existe toujours. Je crois qu'elle s'est rebaptisée Legos il y a quelques jours. Et là, on a accompagné beaucoup de marques B2B ou B2C, de Saint-Gobain à EasyJet, sur la communication et la transformation digitale. Donc ça, c'est mon parcours business. Et puis, j'ai un parcours de pédagogue, puisque j'ai participé à la création du pôle universitaire Léonard de Vinci. On parle de 1996, une école à la fois de commerce, d'ingénieurs qui sortait d'une part à la Défense. Et c'est là que j'ai été le fondateur du premier MBA sur le sujet e-commerce, que j'ai créé il y a 23 ans, que j'ai dirigé pendant 14 ans, avant justement il y a 5 ans de reprendre cette nouvelle mission à l'EFAP. Et puis j'ai sévi à l'ESSEC pendant 10 ans. J'ai designé le parcours digital dans le Master Marketing Management, qui maintenant s'appelle Marketing Digital. Et là, j'ai recruté et conçu pour eux l'expérience des étudiants, et j'ai fait à peu près le tour de France des écoles de commerce et de communication sur cette transformation digitale. Pour terminer, des investissements, et c'est le cœur du sujet, dans des communautés professionnelles aussi. Pendant des années, j'ai été au bord de l'IAB France, l'association qui gère la publicité digitale. Et puis, depuis quelques années, je suis, depuis 1 an,
J'étais investi depuis 10 ans à l'Axel. Je suis devenu le vice-président de l'association de l'économie numérique. Et puis, je suis rentré au CPA, le collectif pour les métiers du marketing digital, où là, j'anime la commission Job et compétences. Et enfin, il y a quelques jours, je vais descendre à Lyon pour soutenir aussi la cuisine du web, où je rejoins le conseil d'administration. Tout ça, c'est des communautés et c'est bien le cœur du sujet. Ouais, merci. Alors justement, toi qui sévis dans pas mal de communautés, avec les différentes expériences que tu as pu avoir sur le sujet, quelle est pour toi la définition d'une communauté? Je suis bête et méchant. Hein. Je prends la définition du dictionnaire. C'est soit des gens qui vivent ensemble, soit des gens qui ont un intérêt commun. Donc la communauté. Alors, c'est intéressant sur l'étudiant, parce que l'étudiant, il vit ensemble. J'ai des classes, ils ont un intérêt commun. Et parallèlement, il n'y a pas plus égoïste qu'un étudiant, puisqu'il est là pour lui. Il est là pour son diplôme, pour son parcours individuel. Donc, on a une structure communautaire et on a une intention individualiste. C'est tout l'enjeu des communautés apprenantes. Donc, je ne réinventerai pas la roue sur le terme communauté. Soit c'est dans un lieu ensemble, soit c'est un intérêt commun. Maintenant, c'est dont on va parler, comment on anime ça, quels sont les basiques, à la fois dans la vraie vie et à la fois avec les outils digitaux, évidemment. Mais en soi, dans l'ADN d'une communauté, il y aura forcément un intérêt en soi quand même qui est commun, de par le sentiment d'appartenance, puisque l'individualisme seul fait qu'on ne peut pas être impliqué dans une communauté. Mais il y a quand même un intérêt personnel, quelle que soit la communauté, une sorte de ROI à atteindre en termes de satisfaction, qui peut être sur du business, du recrutement, du sourcing, de l'épanouissement, de l'apprentissage même. Bien sûr. Non, mais l'activité communautaire, elle est souvent présentée comme un collectif et comme de la collaboration. Je voulais juste rappeler que l'étudiant, il est quand même un peu différent. Et que c'est son parcours. D'abord, ce n'est pas un parcours en 5 ans. Ce n'est pas des gens qui sont ensemble depuis 5 ans. Ils sont soit au sein de l'EFAP, et là, ils se sont connus pendant 4 ans, mais on a plein de recrutements extérieurs, de gens qui viennent en 5e année, si bien qu'ils viennent tous d'abord dans un objectif individuel. Et l'étudiant, il n'y a pas plus collaboratif que l'étudiant et pas plus individualiste. C'est ce beau, c'est cette dichotomie qui me semble importante à gérer et à bien comprendre dans les communautés apprenantes. Alors pour toi, quels sont les fondamentaux nécessaires à la construction d'une communauté? Si tu permets, je vais décrire notre communauté déjà. Donc, c'est entre 200 et 250 étudiants, d'année en année, hein, on croit, avec 2 types de population. J'ai un programme dit full-time, 6 mois de cours, 6 mois de mission en entreprise. Et là, je suis à Lille, je suis à Lyon, je suis à Bordeaux, je suis à Paris, je suis à Shanghai. Et puis, j'ai une formation part-time, 3 jours par mois pendant 14 mois. Et là, je suis à Paris et je suis à Alger. Donc, j'ai 6-7 promotions en même temps qui sont elles-mêmes des communautés isolées. Une classe est une communauté. Donc, en plus, à l'intérieur de notre communauté, j'ai d'abord X communautés. Et Arnaud rappelle qu'on va ouvrir à Montpellier, mais là, je raconte l'expérience existante. Merci Arnaud, sur le chat. À côté de ça, j'ai donc à animer un premier cercle communautaire, c'est-à-dire les promotions entre elles. Comment donner une identité, un intérêt commun à des gens qui sont à Lyon, à Shanghai, à Alger et à Paris. Premier cercle. Deuxième cercle, la communauté, les relations de la communauté estudiantine avec l'équipe. Donc, pour animer une communauté, il faut d'abord une équipe et je ne fais pas ça tout seul. J'ai évidemment, et je le salue, il est là, Arnaud Châtel, le responsable pédagogique, Sophie Guigné, la directrice adjointe, et une assistante pédagogique, Élodie Guédu. Ces 4 personnes sont des animateurs de communauté. En dehors de notre boulot, c'est très clair, hein, et on va le voir dans les outils et la méthode, mais c'est indéniable que l'équipe pédagogique est une équipe de gestion communautaire et que le premier enjeu est de créer le lien avec les étudiants. Le deuxième cercle, c'est le cercle des professionnels. Et à 2 titres, on n'a pas de professeurs.
mais on a plus de 130 ou 140 intervenants professionnels sur tous les campus. Et ça, c'est une vraie communauté. Donc, comment mettre en relation les étudiants avec cette communauté enseignante, qui ne sont pas des enseignants, et plus largement, comment animer la communauté des professionnels, de nos partenaires, puisqu'en dehors des enseignants, je prends l'exemple de Lyon, on est partenaire de la cuisine du web avec le Blend Web Mix. Quand on est à Lille, on a Eura Technologies. Quand on est à Bordeaux, on a Unitech. Et quand on a aussi le H7. Et quand on est à Shanghai, on a la French Tech Shanghai. Donc tout ça, il faut relier à notre communauté. Et enfin, le quatrième cercle, c'est le cercle des alumni et des anciens, qui est le plus délicat et le plus compliqué à animer. On en reparlera. Mais on voit là nos enjeux communautaires. Chaque année, finalement, on remet sur l'atelier la gestion communautaire. Ça va, c'est clair sur ce sont nos… C'est qu'au-delà de la communauté interne à animer, c'est même en fait un écosystème avec les intervenants, le sourcing nécessaire pour trouver des personnes en s'appuyant sur des communautés externes, les partenaires dont tu parlais, H7, Eura Technologies, etc. Donc, il y a la notion d'écosystème et de connexion en dehors de la communauté, et que la communauté elle-même peut te connecter en fait à ces différentes communautés. Donc, c'est pour ça que je parle de cercles et en effet d'écosystème. Un écosystème, c'est plusieurs cercles qui se croisent et qui tout d'un coup interagissent entre eux. Mais c'est vraiment au cœur du sujet, et je te remercie d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu aussi. Hein. C'est qu'en fait, quand nos étudiants viennent, le terme communauté, il fait partie même de notre discours. Vous rentrez dans une communauté. C'est pas, tiens, il y a une communauté, ça fait partie de l'expérience étudiant et du bénéfice étudiant. Parce qu'en plus, je le rappelle, et ça c'est notre conviction absolue, dans le digital, on ne fait rien tout seul. Et la communauté, elle fait partie de mon savoir-faire, voire de mon savoir-être et ma valorisation. Je valorise une communauté parce que dans le digital, demain, j'ai un annonceur qui me briefe sur la reconnaissance faciale croisée à la voix et à la géologue, le tout avec un filtre, un nouveau filtre TikTok à inventer. Ben, si j'ai pas de communauté pour répondre à ça, c'est un peu compliqué et ça va empirer. On voit bien que dans le digital, il y a une hyper spécialisation. Et donc, j'ai besoin d'avoir la communauté complète. Et ça, on construit ça dès l'arrivée des étudiants pour qu'ils puissent basculer ensuite dans cette gestion communautaire réelle, entre guillemets, une fois le diplôme terminé. Alors, pour toi, comment tes fondamentaux et comment se passe la création de cette communauté en passant de, tu as un étudiant, à moins que tu commences peut-être même avant l'intégration de l'élève dans l'école. Je ne sais pas quel est le process du coup d'onboarding qui est en place, mais ça va être super important pour réussir à créer un lien qui soit durable. Comment fais-tu? Alors, c'est pour faire un peu d'anglais, de l'onboarding, en fait, de l'embarquement. Et c'est la première étape de toute communauté. Hein, c'est quand je rentre dans une communauté, si je vis dans le même lieu ou si j'ai le même centre d'intérêt, il faut bien un accueil et le lancement de cette communauté. Donc l'étudiant, avant même qu'il n'arrive le jour de la rentrée, il a déjà un lien communautaire. Dès qu'il est inscrit, d'abord il nous rencontre avec des outils de visioconférence en ce moment, hein, c'est-à-dire qu'on fait des réunions. Là, on a réuni tous les étudiants qui s'étaient inscrits pour octobre. On les a tous vus en juin sur des webinars, des rencontres ensemble, pour leur parler l'année prochaine, pour leur présenter le parcours communautaire, alors qu'ils ne sont pas encore dedans, et leur présenter les premiers outils que je vais lister tout à l'heure, mais qu'on intègre déjà, notamment les réseaux sociaux, dans la vision communautaire. Ensuite, il y a le point de départ, c'est-à-dire la rentrée. La rentrée, et elle se fait même avec de l'événementiel, puisque, tu le sais, on est partenaire du Hub Institute, qui est un partenaire exclusif et qui a un événement parisien, extrêmement important, qui s'appelle le Hub Forum. Forum, c'est sur 2 jours, c'est entre 5 et 8 000 directeurs marketing et de la com à la mutualité. Et là, alors qu'on n'est pas encore rentré, on invite tous nos étudiants de France à venir et à être des social media reporters au sein du Hub Forum et à aussi être spectateurs, en tout cas à participer au back-office de cet événement. Et en les jetant dans un événement, il n'y a pas mieux que la vie réelle pour tout d'un coup se sentir en communauté.
Mais la communauté, elle a besoin d'identité. Je fais un clin d'œil à mon pins de t-shirt, mais quand un étudiant arrive chez nous, il a une tenue. Eh oui, tout de suite. Le cadeau qu'on lui fait, c'est son t-shirt ou son polo du MBA, qui n'est pas là pour être en classe, évidemment, mais qui permet, dès qu'on est sur des événements, de s'identifier et de montrer qu'on n'est pas là, tiens, je ne suis pas un étudiant stagiaire ou je suis bien représentant d'une communauté partenaire de cet événement-là. Alors, ça va au-delà du matériel, puisque je parle du polo. Depuis 2 ans, ils ont même une batterie, parce que le plus important pour un étudiant en digital dans des événements, c'est d'avoir son téléphone portable toujours chargé. Et puis, cette année, on aura même un masque avec une très belle opération d'un créateur français, évidemment, de masques sanitaires, mais à nos couleurs. Parce que, de toute façon, il va bien falloir gérer ça. Donc ça, on pourrait dire, OK, c'est le gimmick physique réel. Mais il y a un discours aussi. Et une communauté, finalement, ça a des valeurs. Il faut clairement afficher ces valeurs dès le départ. Et tu vas le voir que dans les valeurs du MBA qui sont transmises à la fois aux profs et aux élèves, aux enseignants, c'est ce qu'on appelle les 4 B. Le premier B, c'est le business. On n'est pas là pour avoir un diplôme académique seulement. Et d'ailleurs, ça ne sert pas à grand-chose. On est là pour avoir une attitude business. Voilà, c'est la fin de l'école et on est dans le business. Le deuxième B, c'est la bienveillance et c'est le cœur de la communauté. Parce que pour nous, la bienveillance, c'est tout faire pour être meilleur que l'autre, mais avec l'autre et pas contre l'autre. Et ça, c'est faire basculer un paradigme de pensée, de posture, où on n'est pas habitué. Parce qu'on est tous, notamment le monde estudiantin, tiens, ça va bien avec toi, je match, hop, là on va avancer, par contre toi, t'es pas fait comme moi, compliqué, etc. Donc comment embarquer tout le monde finalement, mais toujours dans cette posture de compétition. Être meilleur avec l'autre, mais quand même être meilleur. Ce qui permet de nourrir l'individualisme estudiantin nécessaire et d'amener l'aspect communautaire fondamental. Le troisième B, c'est la bonne humeur. Je suis désolé, mais à un moment, une communauté qui n'est pas dans la bonne humeur, qui rigole pas, parce que l'humour nous permet de partager des choses, et que le monde est assez dur comme ça, pour que quand je rentre en classe, je sois dans ce mood de bonne humeur. Et on peut être de bonne humeur et très sérieux et rigoureux. Et le dernier B, tu vas voir le lien communautaire, il n'existe pas. C'est chaque étudiant qui le choisit, son B, pour montrer que l'élément essentiel de notre communauté, c'est l'étudiant et sa singularité, et pas un moule, finalement, avec 4 valeurs imposées à tout le monde. Ce que nous dit Gaëla dans le chat, la famille DMB. Merci de ce rappel. Donc ça, c'est le fondamental. Après, ça peut être du déclaratif. Faut-il encore, dans l'attitude de l'équipe et des intervenants, retrouver ce même état d'esprit. Et finalement, ça se retrouve. Et on voit bien que les gens qui nous rejoignent, les intervenants, etc., peu ou prou, on partage tous les mêmes valeurs. Et ceux qui ne l'ont pas, ils ne font pas 2 années de suite parce que ça se repère très vite. Alors, ça, c'était l'intention et les outils. Après, on a les outils du digital. On a d'abord Teams et tout Office 365 offert à nos étudiants, la version pro, entre guillemets, éducation, qui permet là, nous, d'avoir les outils communautaires, d'email ou même mail, des outils surtout de partage et de travail collaboratif et des Teams par promotion. Donc ça, c'est notre outil, on va dire, administratif, où on peut déposer les cours, où on a l'ensemble de la structure des différents MBA. Ensuite, on a un deuxième outil qui est un groupe Facebook, cette fois-ci inter-promotion. Donc, toutes les promotions, et avec une ligne éditoriale, on va le voir pendant le confinement, qui est pas la ligne éditoriale lien stratégique, info-clés, etc. Ça, c'est plutôt Teams ou d'autres réseaux. C'est humour, déconne et la vie de la communauté. J'ai un étudiant qui dort au premier rang, je le prends en photo, je le tag et je fais bonne nuit agitée avant le cours. Voilà, c'est permettre finalement cette intention humaine dans la réalité de Facebook. On a tout de suite un groupe Facebook Alumni où les étudiants qui rentrent sont intégrés.
Là, on est plus sur job et compétences. Et puis, on a les réseaux sociaux, au sens LinkedIn, Twitter et Instagram, avec notamment Arnaud Châtel et moi, où là, nous, notre rôle est d'animer la communauté des professionnels avec ça, de pouvoir les mettre en avant, de pouvoir mettre en avant la réalisation des travaux des étudiants. Et on peut dire que 80% de nos publications, Arnaud et moi, c'est du contenu d'étudiants. C'est un étudiant qui a lancé un projet, c'est un étudiant qui a fait un top article, c'est un étudiant qui cherche un job. Et à ce moment-là, notre prise de parole dans la communauté globale avec les réseaux sociaux, elle est, en termes de ligne éditoriale, une prise de parole communautaire, avant toute chose. Voilà comment on anime les outils. Et puis, dans la vraie vie, je vous ai dit, donc il y a des événements. Alors très vite, les événements, ils sont régionaux. Les Lyonnais vont participer au Blend Web Mix, et quand je crois que c'est le deuxième jour de la rentrée, ils sont pareil qu'au Hub Forum en back-office au Blend. Là, ça crée du lien. Quand les Lillois déboulent à Euratech 3 jours sans entrepreneuriat, ça va créer du lien. Mais ce n'est pas suffisant pour réunir toutes les communautés. Et donc, au mois de janvier, chaque année, on a ce qu'on appelle les Visionary Days. C'est 2 jours entiers où on va inviter toute la France à Paris. À Paris les autres années, et ailleurs peut-être l'année prochaine, justement pour casser le parisianisme. Mais donc là, c'est tous les full-time, tous les part-time, plus les alumni. Et on fait un événement avec Microsoft qui s'appelle les Visionary Days chez Microsoft. Et là, on a une sorte de Blend Web Mix privé ou de Hub Forum privé, 10 speakers de haut niveau qui viennent en exclusivité faire des masterclass aux étudiants, et uniquement aux étudiants. Il n'y a pas de live caméra et c'est pas retransmis. On a le droit de faire des tweets, mais c'est un entre-nous réservé à la communauté avec des Gilles Babinet, des Alexandre Pafowski, du beau monde, et toujours sur scène des alumni. Hein, ce lien communautaire, mettre en avant 2-3 alumni qui ont de très belles réalisations à côté, évidemment, de nos stars et des speakers. Et puis le deuxième jour, on va garder toutes les promotions des full-time de toutes les régions. On va mélanger, on va faire des groupes de 20-30 en mélangeant un bordelais, et on va faire des ateliers tournants sur le projet professionnel, sur la posture dans les réseaux sociaux, sur les biais cognitifs. Bref, on va travailler sur l'individu tous ensemble. Et ça crée un esprit communautaire très fort jusqu'au 16 mars 2020, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai rien oublié en outils. Donc ça, on le faisait chaque année. On l'a fait à 50, on l'a fait à 80, on l'a fait à 130, on l'a fait à 250, et puis on montera à 300, 400 personnes dans les mois et les années à venir, mais en gardant cette infrastructure et cet écosystème communautaire qui est la clé pour nous. Donc une communauté qui ne cesse en plus de grandir, avec laquelle en plus il faut réussir à garder le lien une fois qu'il passe en alumni. Alors, du coup, la communauté alumni, c'est la plus délicate à manager pour plusieurs raisons. D'abord parce que, historiquement, je te l'ai dit, il y a cet ADN égoïste de l'étudiant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est diplômé et il a sa première aventure professionnelle où c'est une reconversion, donc la première année. Tu le sais, tu as un job étudiant, tu es junior, tu travailles 12 heures par jour. Si en plus, il faut s'intéresser à des alumni, tu n'es pas dans le mood. Ensuite, ce n'est pas dans la tradition française que d'être reconnaissant de sa formation. Dans le monde anglo-saxon, c'est même un financement des formations qui se font par les anciens. Et dans le monde américain, on ne parle pas de cotisation d'anciens, on parle de dons, etc. Donc il y a, on va dire, une culture anglo-saxonne et même asiatique de la reconnaissance du ventre, d'où je viens. Finalement, si l'étudiant n'est pas content quand il est dans le ventre, je ne vois pas pourquoi, quand il sort, il va être moteur d'une communauté. Donc la première réussite d'un alumni, c'est son expérience quand il n'est pas alumni. Ensuite, c'est délicat parce que ce n'est pas à l'entité créatrice d'un diplôme ou d'un parcours apprenant d'animer des alumni. Ça doit venir des alumni. Et là,
tu as des vagues d'intérêt, tu as une année avec 2 personnes qui sont au taquet, qui veulent y aller, et puis tout le monde ne suit pas. Donc, ça fait quelques années maintenant, ça fait 2-3 ans qu'on réfléchit, mais là, ça y est, on avance. On va avancer l'année prochaine, sans doute avec la création d'une première association alumni, d'outils aussi. Mais les outils ne font pas la communauté. Et puis, souvent, les communautés d'alumni, ça peut partir sur il faut une asso, il faut une structure. Enfin, voilà. Nous, on va d'abord faire, trouver les bénéfices, encore une fois, dans les 2 sens, pour que ça puisse vraiment nourrir les gens. On va dire que c'est le chantier communautaire de l'année prochaine dans notre pyramide communautaire. Intéressant. Et alors, tu avais justement toute une partie expérience à nous partager en lien avec la crise sanitaire là, qu'on vient de vivre et qui vient nous rappeler justement l'importance des fondamentaux lorsque l'on crée une communauté, lorsqu'on l'anime, puisque tu as rentré toi à Lyon en octobre, c'est ça? C'est ça. Donc en octobre, donc il y a eu en gros 6 mois pour construire une communauté, créer des liens, la solidifier. Et puis tout d'un coup, tout le monde est complètement séparé, à distance, chacun chez soi, chacun sa galère. C'est ça. Et il faut que ça continue. Alors, on a ce qu'on a vécu, je vais vous raconter, et si c'est une réussite, c'est parce qu'il y a eu tout le travail dont on vient de parler. Il n'y aurait pas eu ces fondations communautaires, l'expérience que je vous raconter n'aurait pas fonctionné. En effet, donc vous savez que l'enseignement supérieur, on a été confiné avant tout le monde. On a eu l'info que ça n'allait plus être possible. Et pour rappel, moi, j'avais une promotion à Shanghai. Donc nous, ça fait 2 mois qu'on avait rapatrié les 3/4 des étudiants et on savait un peu que ça allait nous tomber dessus. Voilà, en anticipation, si bien que, en fait, c'était le 16 mars, le confinement. Au 16 mars, sur nos 6 campus, on avait encore 600 heures de cours à réaliser. On avait 7 compétitions finales, dont je te reparlerai, donc le grand moment qui finalise le parcours de l'étudiant. Nos étudiants avaient encore une dizaine de masterclass à réaliser eux-mêmes. Ça fait partie de notre programme Apprendre à apprendre, apprendre à enseigner le digital. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, heureusement qu'on avait Teams. Ça, c'est l'outil. On avait déjà la structure. Ensuite, on avait, sur ces 600 heures de cours, 70 intervenants à basculer en online. Grâce à Teams, en un week-end, on a planifié les 600 heures de cours jusqu'au 30 avril avec les équipes. Outlook, boum, 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 tout était planifié. Les profs ont reçu, les étudiants ont reçu. Donc déjà, grâce à l'infrastructure et mine de rien, quand c'est lié à Outlook, vos emails, etc., c'est un gain de temps de dingue. On parle de système d'information. Donc en 48 heures, basculer tout un emploi du temps, on n'était même pas sûr que les gens étaient dispo, etc. Enfin, au moins, on y va. Ensuite, on a dû coacher la communauté des professionnels intervenants. En disant, écoute, Damien, tu peux intervenir aussi. Alors, Damien, tu ne fais pas 4 heures à Lyon, tu fais 4 heures en Teams. C'est quoi Teams? Comment on fait? Boum, allez coacher les profs, les intervenants. Heureusement, dans notre communauté digitale, ça prend une demi-heure, là où dans d'autres communautés, ça peut prendre 1h30 pour savoir où il faut cliquer. On a quand même une communauté professionnelle qui est à l'aise avec ces outils, donc on a eu ce gain de temps-là important. Mais on a dû aussi leur dire, fini les cours de 4 heures sans pause, fais des sprints d'1 heure, fais 4 pauses dans les 4 heures. Voilà, on n'est pas en e-learning. Ça a été la grande aventure. On n'est pas en e-learning, on est en enseignement en confinement. Et quand on a 200, 250 étudiants, on a la mini-France en représentativité et on savait que sur 250 étudiants, on allait avoir du stress, du chômage, de la peur, de la maladie, des décès de proches. Bref, ce que la France a vécu. Et donc, et ça, c'est une communauté. La communauté, c'est pas dire on passe en e-learning. La communauté, c'est dire, oh là là, on passe en enseignement en confinement. Et je rappelle que nos étudiants ont entre 22 et 65 ans, parce que j'ai les part-time.
Donc, j'avais des gens qui travaillaient en même temps ou des conjoints médecins aux urgences avec 4 enfants derrière qui hurlaient. C'était ça, la réalité du confinement. Il a fallu l'accepter et l'intégrer. Comment faire? Ben, d'abord en disant stop, toute l'équipe, c'est-à-dire Arnaud Châtel, Elodie, Sophie et moi-même, on va faire l'appel face caméra à la place des profs, matin et après-midi. Et ça pouvait prendre parfois 20 minutes sur l'heure de cours. Mais face caméra pour dire quoi? Où tu es? Comment tu vas? Et on a décidé aussi de mettre chaque semaine un challenge, un hashtag, et on a lancé l'opération avec 3 grands hashtags. Le hashtag on a la patate, parce qu'à un moment, le 17 mars, on sentait bien que ça allait être compliqué. 2, Teams, parce que cet outil nous a sauvés. 3, EFAP at home, pour dire que l'EFAP est à la maison, et puis l'inverse. Et enfin, le hashtag de notre MBA DMB. Et chaque semaine, il y avait un hashtag de challenge, de déguisement, quand on fait l'appel. Donc, on a commencé avec le hashtag fluo, on a commencé après avec le hashtag manga, chaque semaine, le hashtag heroes, le hashtag canard, c'était le dernier. Pourquoi canard? Parce que canard confit, déconfinement, voilà, ça c'était la 6e semaine de fatigue. Et les étudiants, celui qui avait le plus beau déguisement, le plus beau challenge qu'il avait partagé, ce qu'on voulait, c'était en termes de résilience, montrer aux autres, à l'ensemble de notre communauté, qu'on était là et qu'on se battait et qu'on n'était pas simplement en train de survivre, mais qu'on construisait quelque chose. Et on a eu des trucs de dingue, humainement finalement une très très belle expérience. 80% des étudiants ont joué le jeu et on avait des déguisements. Si Arnaud est là et peut dans le chat mettre quelques liens vers des photos de tweets ou aller voir nos comptes Instagram, je crois que mon compte est public, en tout cas, vous adhérez et vous verrez les changements de photos. Au-delà, entre guillemets, de l'anecdote, ça a créé chaque semaine un fil rouge innovant et puis ça permettait à un étudiant de gagner un super bouquin là-dessus. Donc ça, c'était une intensité pendant toutes ces semaines phénoménale. Et puis, c'est là qu'on a découvert, oui, en effet, un de nos intervenants. C'est très intéressant. Dans cette démarche-là, on fait cet intervenant, je vois ses enfants hurler partout, je lui dis, où est ta femme? Ma femme, elle est médecin, etc. Il a 4 enfants. Le type, il est directeur marketing d'une très, très grosse entreprise internationale. Il avait des cernes jusque-là, il était au bord. Je lui dis, c'est quoi le télétravail? Il me dit, c'est 9 heures par jour, c'est des réunions. Et au sein de l'Axel, par exemple, j'anime la communauté Reinvent Work, on a fait tout de suite un webinaire sur télétravail versus travail en confinement, avec des DRH pour alerter le monde et la communauté de dire ça suffit là, on n'est pas du tout en télétravail, on est en travail en confinement, on fait quoi? Et donc, de l'expérience étudiant, tu vois, c'est remonté à d'autres communautés et ça, c'était une très très belle aventure. Ensuite, les profs ont découvert, parce qu'évidemment, on filmait, tous les cours étaient enregistrés, donc ça permettait aux étudiants, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, les premières semaines, le réseau, quand les 40 millions de Français sont connectés en télétravail, c'était délicat, donc un étudiant peut être déconnecté, il a toujours le replay, il ne loupe pas la séance. On avait aussi, auprès des pédagogues, vraiment insisté et libéré les peurs en disant, si tu ne peux pas faire tout ton cours dans les 4 heures parce qu'on est en distanciel, ne t'inquiète pas, tu nous le dis et on rajoutera. Donc, il fallait enlever tous les éléments de stress supplémentaires, c'était déjà compliqué, pour pouvoir entreprendre une nouvelle pédagogie. Il y a même des profs qui sont allés à des cours d'autres profs. Un Marseillais est allé à un cours d'un Parisien en lui demandant, il m'a rappelé en disant « Waouh, c'est un peu sur le même sujet que moi, il est top, lui, hop, ils sont appelés, ils vont faire un projet ensemble. » C'était pas possible dans la vraie vie. Aucun prof ne va se déplacer pour suivre le cours de Damien, quoi. Là, hop, on a eu cette collaboration incroyable. Et enfin, nos étudiants, je te l'ai dit, ils avaient à réaliser des choses, des masterclass. D'habitude, c'est dans la salle et on travaille la posture, la scène, le public, comment tu gères ton regard. Là,
il devait faire une présentation Teams. Et on parle de presse d'1 heure et demie à 2 heures, à 5-6 sur la transformation digitale du jeu, de la mort, de la prostitution, de la chirurgie cardiaque. Bref, et là, les étudiants, incroyables, on les a challengés et animés, et ils ont fait des prêses Teams, mais c'est des émissions de télé, avec des invités, avec la gestion du temps, avec les slides, avec des outils de sondage. Bref, on s'est aperçu qu'il y avait un nouveau soft skills qui ressortait de tout ça, qui est le digital working. Et que travailler tel qu'on le fait là aujourd'hui, de plus en plus avec ces outils, ça va devenir une vraie différence de savoir-être, de soft skills que nos étudiants vont avoir. Et grâce à cette expérience de confinement, je peux te dire qu'on la garde pour l'année prochaine et qu'on va continuer un certain parcours distanciel pour vivre ce nouveau soft skills entre nous. Merci Arnaud pour les différentes photos dans Instagram postées. Là, je crois que c'était, on avait couvre-chef, casquette, on a tout fait là-dessus. Voilà pour parler de ce qu'on a vécu pendant ce confinement, le hashtag On a la patate et Teams et FAPatome, qui était une vraie expérience humaine. Je peux même te dire qu'on a fait tous les dimanches sur Teams un verre de l'amitié. Donc en plus, à la fin de la semaine, on se retrouvait. Là, c'était vraiment un verre de l'amitié. Je crois qu'à un moment, j'ai animé la séance. J'étais en train de faire un plat pour ma famille à la cuisine. Et voilà, il y avait les étudiants. En fait, on l'a dit, oui, un étudiant a suivi un cours en étant sur son vélo d'appartement. Et il faisait ses 30 km. Et il l'a dit au prof. Et un autre était sous la couette. Et quand on fait l'appel, il était sous la couette. Mais il était là. Il était là et plus motivé que jamais. Peut-être plus qu'en fond de cours à faire semblant, entre guillemets. Le taux d'absentéisme était proche de 0%, ce qui n'est pas vrai dans la vraie vie. Donc sincèrement, la gestion communautaire, quand elle bascule full online et qu'il y a la structure qui est là avant, on peut continuer à vivre. Attention, je ne dis pas que c'est viable à 100% online, mais en tout cas, on n'a pas perdu de valeur, voire même on en a créé. On dit souvent que les crises permettent justement de renforcer une entreprise ou les communautés si elle est bien gérée. Est-ce qu'en partant de ça, tu penses que là, enfin, est-ce qu'a priori vous allez partir sur une refonte de la façon, de la pédagogie de l'école sur les prochaines promos pour être encore plus digital en fin de compte, parce que la sensation que j'ai après tout ça, c'est que ça a presque resserré et créé des liens supplémentaires en fin de compte. Alors, est-ce que vous seriez capable de recréer cette dimension création de liens, l'affect, le liant de tout ça, sans crise et en faisant un standard de pédagogie? Est-ce que Je te remercie de la question. Alors oui, en effet, d'abord, on en parlait avec Arnaud Châtel à la fin du confinement. Pardon, à un moment donné, on s'est même dit, sur une promo, c'était plus fort la fin de la promo en distanciel qu'en réel. Et pourtant, on va toujours sur le terrain pour animer cette communauté. Arnaud Châtel a le surnom dans l'équipe de Chouchou Live. Donc, en fait, sa vie, c'est de prendre le train. Mais c'est vrai, tu l'as dit, il y avait l'hypersensibilité du confinement et de la crise qui explique peut-être cette émotivité au bon sens du terme, cette émotion positive. L'année prochaine, ce qui est sûr et acquis, c'est sur une base 100. Si tu as 100 heures de cours, l'année prochaine, il y en a entre 25 et 40 qui sont en distanciel. Alors, distanciel, ce n'est pas l'e-learning, c'est toujours du live. Et ensuite, ce n'est jamais que du distanciel. C'est soit première séance distancielle et deuxième séance réelle, soit première séance réelle et deuxième distancielle. Mais on a vu, et certains étudiants nous l'ont dit, quand tu as un cours, quand tu apprends les AdWords, je vais te dire, tu es bien mieux devant ton écran avec le prof qui te parle, immergé devant la plateforme AdWords, qu'en fond de cours, à te dire il est où le curseur, on clique court et à faire semblant. Et donc, il y a de la pédagogie beaucoup plus efficace en distanciel. En fait. Nous, on en est persuadés. Maintenant, on va voir l'année prochaine, on va déployer ça. Pour le reste de ta question,
tout ce qu'on a dit avant dans la base communautaire et tout ce qu'on développe, comme on le fait encore cette année, oui, j'espère bien qu'on va encore aller plus loin. Mais justement, je pense que les moments distanciels où on va pouvoir, j'ai oublié de te dire, pendant le confinement, on a fait 2, 3, ce qu'on appelle des visionary class, où on invite des auteurs le soir, et là, on a invité les alumni. Et il y avait tout le monde ensemble. Donc, on va faire quelques grands événements aussi comme ça, online, ensemble l'année prochaine, pour encore plus créer du lien. Et puis, ben, écoute, rendez-vous pris. On se fait un prochain webinaire au mois d'avril sur les communautés post-Covid. Avec plaisir. Et alors, dis-moi, après tout ça, selon toi, le community builder, euh, euh, quelles sont les qualités qu'il doit avoir pour vraiment être un bon bâtisseur durablement de sa communauté? Wow. Bon, d'abord, il doit lui-même être agile et animateur de communauté dans ses réseaux sociaux. C'est-à-dire que si déjà je ne suis pas capable d'être non pas le centre, mais de construire une communauté ou de participer à des communautés dans les réseaux sociaux, très compliqué ensuite d'être crédible et à l'aise. Donc, on a l'habitude de dire qu'on ne sait que ce que l'on fait dans le digital, mais à un moment, il faut faire soi-même, pour soi-même, et à ce moment-là, c'est plus facile de décliner sur la communauté. Après, moi, je reviens à la réalité, notamment à la bienveillance dont je te parlais tout à l'heure. À un moment, c'était pas sur je suis là pour mettre en avant quelqu'un et pas simplement me mettre en avant moi. C'est un peu compliqué d'être un hub communautaire. Après, le problème d'une communauté apprenante, c'est que c'est H24. Et je crois qu'il faut faire le deuil de l'exhaustivité communautaire. C'est-à-dire que, en fait, si on veut, ça n'arrête jamais. Oui, il y a des postes et des profils d'étudiants qu'on a oublié de mettre en avant. Parce que quand tu as 600 anciens, 200 présents, et que les étudiants n'ont pas le réflexe de taguer systématiquement, ben on va oublier des belles choses. On peut le regretter, on le regrette toujours, mais en fait, il faut faire le deuil. On ne peut pas être exhaustif dans une communauté. Et il faut accepter finalement de ne pas être exhaustif et de travailler son intention des bons choix. Ne pas relayer toujours les mêmes. Et à la fois relayer ceux qui eux-mêmes deviennent des hubs communautaires. Tu vois, donc, c'est tout un savoir-faire, en effet, qui croise les réseaux sociaux et la vraie vie. Parce qu'à un moment, il faut décrocher son téléphone, il faut rentrer en visio, il faut faire une bonne bouffe ensemble. C'est pour ça que je viens la semaine prochaine à Lyon. C'est être ensemble et se rencontrer aussi les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de secret. Et après, c'est un fil rouge d'information, mais c'est presque comme une communauté média. Hein. Quand tu es abonné à un média, si le média ne te donne pas des news, etc., tu l'oublies, ben, c'est pareil. On a du contenu communautaire, il faut l'échanger et l'animer dans les bonnes phases. Merci beaucoup pour cette intervention, Vincent. C'était super riche. Merci à toi. Peut-être une remarque ou deux de notre public. Si Claire, Gaëla veulent intervenir et dire un mot dans le module de chat, à moins que je les ai endormis et qu'ils aient disparu. Quel conseil donnerais-tu pour créer une communauté dans une école uniquement en e-learning? Ah, c'est compliqué, Claire, puisque d'abord, je ne crois pas uniquement à l'e-learning. Il y a un moment donné, il faut une rencontre. Mais même s'il n'y a qu'une rencontre, en tout cas, il faut un événement réel. Ensuite, une école qui serait uniquement en e-learning, il va falloir qu'elle crée l'échange et les événements online en dehors des cours pour créer du lien. Les cours seulement ne peuvent pas créer du lien sur de l'e-learning, c'est impossible. Même les travaux de groupe, ce n'est pas suffisant. Et donc là, il faut réinventer des choses, réinventer un parcours UX. C'est aussi de plus en plus les classes inversées. C'est vrai qu'à distanciel, je peux plus facilement mettre en place un travail pré-rencontre, validation des acquis. Voilà. Il faut repenser la chaîne de l'expérience étudiant. Mais j'ai de gros doutes sur l'animation communautaire quand on est 100% online. Voilà, Claire.
Ok. Bon, bah, merci beaucoup Vincent. Merci Claire. C'était très riche. Vous pourrez retrouver ce replay si vous le souhaitez dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube et on le repartagera bien évidemment sur les réseaux sociaux. Je vous ai partagé le lien vers la page sur laquelle vous pouvez retrouver tous les community talks et notamment le dernier qui aura lieu demain avec la cuisine du web à Lyon, qui est une communauté, une association professionnelle qui fédère près de 200 professionnels du web et du numérique sur le territoire. Tiffaine aura plein de choses à nous raconter et notamment Vincent, Arnaud et le MBA, vous êtes partenaires de la cuisine. Donc une belle occasion justement de découvrir toutes les actions dont vous pouvez profiter sur le territoire. Merci à toutes et à tous. Mais merci beaucoup à toi et puis on sera heureux les alumni de tester Super Connecteur à la rentrée pour animer une communauté. Ça fait aussi partie de nos intentions que d'avoir des nouveaux outils, de tester et de trouver comment animer les alumni. Avec grand plaisir. Merci à toi, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci.